Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau live des Chroniques d'Alira. Aujourd'hui, on est le 21 mars et nous avons la chance d'être accompagnés par un invité de choix en la personne de Phono. Phono, bienvenue. Bonjour de m'avoir invité. Phono, je te laisse te présenter dans une seconde. Et on a également nos chroniqueurs habituels, Cyril Castagnier, Virgile Bonjour. et Daniel. Phono, peut-être tu peux nous dire un peu, nous parler de ton parcours et nous dire d'où tu parles, si j'ose dire. Bonjour à tous, moi c'est Phaono, j'anime une chaîne YouTube qui vient juste de passer les 2000 abonnés, donc voilà, Félicitations. c'est la fête aujourd'hui, merci beaucoup. Consacrée à Bitcoin, quasi exclusivement à Bitcoin, et sur laquelle j'essaye de déployer, de mobiliser des axes de réflexion qui sont en général assez oubliés, mis de côté, qui ne sont pas très utilisés. Donc ça parle beaucoup d'histoire, de politique, de philosophie, de poésie aussi. On essaye de mobiliser des références littéraires au maximum. Et puis, chez moi, on ne parle pas du prix. Voilà. Même quand c'est très haut, bon, on en parle un peu plus quand c'est très haut, mais on se laisse un peu plus aller quand c'est très haut, je dois l'admettre. Chez moi, on ne parle pas du prix, pas en bear market en tout cas. Mais chez moi, vous n'aurez jamais de il faut acheter là, il faut vendre ici. Vous aurez jamais tout ça. On ne parle que de. On est là pour la tech et puis on est là pour la philo. On est surtout là pour les copains. Très bien, très très cool. Virgile, Cyril et Daniel, est-ce que vous voulez vous présenter en quelques mots, même si je suis sûr que dans le chat, tout le monde vous connaît. Alors salut tout le monde, moi c'est Virgile, donc je suis rédacteur, donc je m'occupe essentiellement de la newsletter, tous les contenus par écrit pour Alira. Yes. Salut, moi c'est Cyril, formateur des développeurs chez Alira. Bonjour, je m'appelle Daniel Villamontero, je suis directeur pédagogique la semaine et le week-end j'écris des BD. Et Jérémy Wauquiez, je suis le président et le fondateur d'Alira. Et alors, attaquons cette chronique tout de suite avec un sujet qu'on a voulu polémique. On va parler de politique. Alors, on dit qu'il ne faut jamais parler de politique, de religion et de je ne sais plus quoi d'autre dans des contextes professionnels. On a décidé d'enfreindre cet adage pour vous parler de politique et pour se demander si finalement la crypto, est-ce que c'est de droite ou est-ce que c'est de gauche? Alors, je le dis avec le sourire, mais en fait, en vérité, ça s'inscrit dans un débat qui fait rage sur les réseaux sociaux, dans les médias, pour savoir finalement comment est-ce qu'on peut qualifier cet objet crypto-monnaie, Bitcoin, crypto-actif, etc. À quel endroit est-ce que c'est ancré? Alors, je vais laisser nos chroniqueurs commencer. Qui veut attaquer en premier le sujet? Bon, je peux, hein, si jamais. Il y a déjà un premier truc, avant de rentrer directement dans le vif du sujet, éventuellement de définir gauche et droite, définir ce que c'est qu'un ancrage politique. Est-ce que ça vous va à tout le monde si, en essayant de définir gauche et droite, on essaye de balancer ça un peu vite parce que, en fait, c'est pas le sujet et que c'est difficile à faire, en parlant d'égalité versus liberté? Oh. Non, c'est vraiment le truc le plus simple et rapide qu'on puisse avoir. Quitte à affiner plus tard dans notre propos, on peut partir sur ça. De toute façon, il faut bien qu'on parte sur quelque chose. Donc, ouais, c'est un peu ça. Vas-y. Ok, donc, du coup, la il y aura liberté de brûler son voisin. Ouais, il y aura forcément plusieurs teams qui vont se créer. Est-ce qu'on peut dire directement dans quel team on est? Moi, typiquement, je suis dans le team les cryptos sont à gauche. Ah ok, un tour de table. Faisons un petit tour de table. Donc, moi, je vais être aussi dans la team les cryptos sont à gauche. Ah. Moi, je suis dans la team les cryptos sont ni de gauche ni de droite, mais ça devrait parler à beaucoup plus d'âmes de gauche. Ah, pareil. D'accord. Toi aussi, t'es de gauche? Et Daniel? Vous n'allez pas obliger à être franquiste quand même. Phono, en fait, j'ai choisi un parti, mais qui a rien à voir avec l'axe. Ouais. Moi, je suis un peu clivé, mais je vais vous dire, j'ai lu le magnifique livre de crypto-communisme de Marc Alizar, que je vois en direct demain, donc je vous dirai quoi. Et pour le coup, moi, je voulais être d'extrême gauche, mais si vous voulez être que de gauche, hein, c'est pas grave, on dira que c'est vous des droites, et puis c'est bon, on n'aura pas de problème. Vas-y, on fait ça. Allez. Alors, Cyril, pourquoi est-ce que tu penses que la crypto, c'est de gauche? Ok, je me suis pris des petites notes, juste histoire de pas trop oublier les trucs que j'avais en tête quand je réfléchissais à ces chroniques.
Ok. Je connais mes leçons en prolétariat et globalement, le Proof of Work, c'est la création de la monnaie par le travail. Donc déjà, premièrement, c'est quelque chose d'intéressant. C'est sécurisé par le collectif, c'est créé avec planification et c'est utilisable par tous sans restriction. On est égaux devant ça et en plus de ça, nous avons une série de règles qui empêchent un libertarisme trop grand. Nous avons une série de règles qui sont réglementées dans ce qu'on appelle le consensus. Et ce consensus, c'est finalement ce qui amène à faire en sorte que tout le monde veuille agir dans le même sens, dans le bon sens, pour le bien de tous. Donc, tous ces éléments-là, en fait, me font penser, évidemment, en première instance, qu'on est dans une situation, en fait, très de gauche, telle qu'on l'a définie par égalité versus liberté. Ok. Fono, de ton côté, t'en penses quoi? Alors de mon côté, alors d'abord c'est un sujet qui est vraiment Bien sûr. délicat. Ça déchaîne les passions, surtout sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les termes gauche-droite clivent beaucoup et on a tendance à limiter ça à une opposition très superficielle entre les woke et les fachos, pour faire simple. D'abord, il faut partir de la base. À la base, on a un outil. On a un outil devant nous, c'est Bitcoin, il existe avec ses qualités et ses défauts, mais en lui-même, je veux dire, si vous prenez devant vous une assemblée, on va dire démocratique, style un hémicycle, et que je vous donnais une série d'outils, et je vais vous dire, bon, bah, vous allez les mettre comme ça, vous allez les ventiler sur l'axe gauche-droite, vous allez vite vous trouver un petit peu bête, et puis vous dire, oui, ben non, en effet, cette ventilation, elle a peu de sens. De mon point de vue, la portée politique de Bitcoin, c'est-à-dire la portée politique de n'importe quel outil, elle vient dans des conditions particulières qui sont des conditions d'utilisation. C'est-à-dire que le changement du monde qui est opéré par un outil, c'est pas du tout celui qui va être opéré par un grand discours ou un livre qui va changer la face du monde. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns. Il y a Le Capital, par exemple, de Karl Marx. Pour un outil, on n'est vraiment pas du tout dans ce genre de rapport. Et je pense que l'accomplissement politique de Bitcoin, ce qu'on peut appeler le Bitcoin standard, aujourd'hui, on n'a aucune idée de ce à quoi il va ressembler, donc on ne sait vraiment pas si on peut classer plus à gauche, plus à droite, mais il viendra un jour, il viendra quand Bitcoin sera utilisé et qu'il arrêtera d'être systématiquement remis en cause, remis en question. Et puis, et donc c'est une approche qu'on appelle une approche McLuhanienne. C'est McLuhan qui a dit un jour que le médium, c'est le message. C'est-à-dire que peu importe tout le discours et peu importe tous les discours qu'on va tenir autour de Bitcoin, ce qui est important, c'est comment celui-ci va, dans ses utilisations, transformer le monde, transformer les affaires humaines. Bon, une fois qu'on a dit tout ça, Bitcoin, c'est de gauche, parce que pour moi, l'argument qui ancre le plus Bitcoin à gauche, c'est que c'est spartakiste un petit peu. Alors, Spartacus, vous avez tous un peu en tête le film. C'est une révolte d'esclaves. C'est-à-dire que ce sont des gens qui qui étaient des marginaux, c'était des esclaves, et qui ont pris les armes et se sont opposés à l'autorité centrale, l'autorité romaine, pour pouvoir vivre leur petite vie. Et ils ont fini crucifiés exactement comme nous, on se fait crucifier. Mais ce qui est important dans l'épopée spartakiste, c'est qu'ils étaient beaucoup. Il y avait un nombre. S'ils avaient été 5, on n'aurait jamais entendu parler de cette histoire. Mais ils étaient, alors l'armée, je ne sais plus, c'était peut-être 2000 personnes, ce qui était beaucoup pour l'époque. Bitcoin, c'est pareil. Bitcoin, ça fonctionne. D'abord, ça se soustrait à l'autorité. Donc, ça se soustrait à la fois à l'autorité au monopole bancaire et à l'autorité des banques centrales. Et ça fonctionne en se basant sur le nombre. Bitcoin, puisqu'il est distribué, pour être puissant, doit être nombreux, enfin doit porter la puissance du nombre. Et cet appel au nombre, cet appel peut-être pas à la foule, pas à la masse, mais en tout cas cet appel à la multitude, eh bien c'est quelque chose qui devrait résonner, qui devrait plaire à plus d'âmes de gauche. Je vais m'arrêter là pour laisser Daniel parler. Merci. Alors, je suis parfaitement d'accord avec toi. Il y a un point que... C'est pour ça qu'en fait, ce débat est assez étrange. Il y a un commentaire que j'ai beaucoup aimé dans les commentaires, pour le coup, qui est l'argent, c'est de droite. Voilà. Alors, à partir du moment où Bitcoin étant une nouvelle forme d'argent, c'est une nouvelle forme de droite.
Et puis il y a aussi un raccourci que je vois très souvent et qui moi me fait très peur, qui est de dire si t'es pas d'accord avec l'État, t'es facho. Il faudrait définir ce que c'est qu'un facho en fait, hein, d'accord, et définir ce que c'est que l'État. Si t'es pas d'accord avec l'État, ça veut dire que t'es pas d'accord avec l'État, d'accord. Ça veut pas dire que t'es fasciste en fait. Et ça c'est un point qui est important parce que avant de commencer une magnifique lecture de Marc Alizard, qui a complètement changé ma vision de Bitcoin, mais je pense que c'est Faune qui me l'avait recommandé. C'est la première fois que je lis quelqu'un de gauche et très de gauche philosopher sur Bitcoin. Et je vous assure que ça fait un bien fou. Parce que aussi, ce qui fait que Bitcoin a eu cette image un peu de droite, à mon sens, c'est que pas mal de personnes qui ont fait de la publicité assez forte sur Twitter en disant que c'était du fiat, c'est que t'es pauvre, n'étaient pas vraiment de gauche dans leur position. Donc forcément, comme c'est des libertariens de droite très très fortes qui disent ça et qui en font le commerce, parce qu'ils n'ont pas de tabou avec l'argent, ils n'ont pas de honte sur l'argent, bah, ça fait des forts en gueule de droite plus fortes. Alors qu'en fait, celles et ceux qui sont un peu plus de gauche, un peu comme moi, quand ils aiment Bitcoin, ils ne mettent pas en avant l'aspect politique, parce que ça mettrait un doute là-dessus. Et je vais lire, alors je vais faire cette lecture-là très rapidement, puis après je me tairai là-dessus. Il faudrait que je retrouve la page d'ailleurs, c'est une page entière, je vais la lire assez vite, mais qui est vraiment, à mon sens, vraiment indispensable, si je la retrouve. Voilà. On a vu cependant tout l'intérêt de Bitcoin et que la valeur d'un Bitcoin est inséparable du réseau qui le porte. Je suis pas d'accord avec tout, mais vous allez voir la suite. Un Bitcoin est un rapport social. Il n'est que cela. Certes, Bitcoin est décentralisé, anonyme, anarchique, mais l'autorité qu'il supprime, l'État, il la diffuse dans tout le corps social. Il est l'implémentation coercitive du consensus décentralisé à tous les échelons de la société. C'est littéralement la version réussie du centralisme démocratique soviétique, où centralisme vient dire consensus et démocratique vient dire décentralisé. Ou si l'on préfère, la version accomplie du rhizome, je ne sais pas ce que c'est, au cœur du projet de refonte déluzien de l'économie. Bitcoin supprime moins les tiers de confiance que les autorités bancaires, qui ne les rend immanents au protocole. Et il le fait du surcroît sans aplatir les différences réelles entre les gens, ce qui est généralement le prix à payer pour un tel totalitarisme de la société. À la différence de ce que même l'abolition de la propriété privée est construit, il est même du consensus à partir de l'énergie du dissensus. Bitcoin et Trustless Exchange. Certes, mais cela ne veut pas dire que la confiance y règne. Bon bref, je m'arrête là-dessus, mais en fait, il y a 5-6 pages qui sont délicieuses et qui expliquent en fait à quel point en fait Bitcoin aplanit en fait beaucoup de choses et qui en fait a des aspects gauche et même d'extrême gauche extrêmement puissants. Et je vous épargne les pages qui parlent en fait du rapport de Bitcoin à l'énergie qui sont délicieuses. Cyril. Il y a quand même des trucs à redire sur ça. Enfin, c'est pas parce que on a fait une tour de table. Et surtout, c'est sympa de me dépasser. Hein, tu vois, t'as vu, tu vois, Cyril n'est pas d'accord avec le communiste. Il est pas vraiment de gauche. Je suis pas d'accord avec le communiste. C'était un peu gauche. Avant de passer la parole à Virgile, est-ce que tu nous mettrais le titre de l'extrait que tu viens de nous lire du livre dans le chat, s'il te plaît? Le titre de l'extrait, le livre. D'accord. Ouais. C'est Crypto-communisme de Marc Alizard aux éditions POF. Donc la presse universitaire française, s'il vous plaît. Attention. Hein. Non, il n'est pas n'importe qui. Je mettrai le lien. Voilà, merci. C'est tout accroché, figure-toi. Virgile, qu'en penses-tu? En fait, ma façon de définir la gauche et la droite, elle est assez différente, mais elle se rapproche pas mal de celle de Fono, dans le sens où, de mon point de vue, la gauche, c'est la naissance des idées et un peu la mort des coutumes ancestrales, et la droite, c'est l'inverse, en fait. C'est le respect des coutumes ancestrales, mais la mort des idées. Et en fait, partant de là, Bitcoin, à l'heure actuelle, c'est quand même très de gauche parce que c'est contesté par tout un système en place qui veut maintenir son pouvoir. Et c'est surtout une minorité des utilisateurs qui l'utilisent pour le moment. Et justement, à mesure qu'on aura une adoption croissante des cryptos, est-ce que les crypto-monnaies vont pas basculer de plus en plus à droite au fil du temps? Ah.
Ah oui, puisque, Peut-être dans un siècle. puisque ce sera un système établi, bah, ça instaure une espèce de coutume ancestrale que les gens respectent. Donc, Oui, non, mais il a raison. Un jour viendra où défendre Bitcoin sera conservateur. Et là, dans ce cas, je deviendrai anti-Bitcoin. Moi aussi. Tout Ou tu pour les deviendras caméras. conservateur, c'est selon. Hein. Ah, on sera vieux, donc on sera conservateur. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On sera des vieux cons. Moi, je trouve que la question qui est en fait fondamentale derrière tout ça, c'est comme souvent dans la réflexion politique, c'est une question qu'on élude trop rapidement. C'est la question du contrôle. C'est la question de qui contrôle quoi. Et je trouve que j'ai été très surpris de voir la prégnance de la critique de Bitcoin parmi toute une série d'intellectuels de gauche en France. Ou parmi des grands partis de gauche. Vous parlez de... enfin là, on a l'air d'avoir une espèce de consensus sur le fait que Bitcoin est de gauche, là, quand je vous écoute. Pourtant, je m'excuse, mais quand je lis le programme de la France Insoumise, pour ne pas le citer, quand j'écoute l'ami Mélenchon, j'ai pas l'impression que c'est son outil préféré, quoi. De même, quand je lis des écrits, je sais pas, quand je vais lire Mediapart, quand je vais lire tout un tas d'institutions qui représentent la gauche dans ce pays, on n'a pas l'impression que c'est leur cam favorite. Et en fait, j'ai passé un peu de temps à essayer de lire et à essayer de comprendre le fond de ces critiques-là, parce que c'est des gens qui ont de la profondeur de réflexion, enfin, c'est des gens dont habituellement j'estime les idées, et je me dis, mais comment ça se fait qu'on n'est pas d'accord sur ce truc-là? Et j'ai l'impression que le fond du problème vient d'une critique qui est en fait une critique du point de vue des collectivistes. Alors, je vais les appeler les collectivistes. En fait, ce que j'entends par ce mot-là, c'est les gens qui pensent que la société fonctionne mieux quand elle est organisée de manière centralisée par un État. Et malheureusement, assez souvent, voilà, j'en ai eu beaucoup des amis qui étaient dans ces courants-là à divers degrés. Et je trouve que la question qui est jamais posée dans ces endroits-là, c'est OK, très bien, moi je veux bien qu'on organise tout pour le bien commun, avec un État planificateur qui réfléchit, qui a des bonnes idées, qui est stratège, qui se soucie du bien commun versus les intérêts privés, tout ça c'est merveilleux. Mais comment est-ce qu'on fait pour s'assurer de la question du contrôle de l'État? Et cette question, en fait, elle est jamais traitée de manière satisfaisante. Et à mon sens, c'est la voie, c'est l'autoroute vers l'autoritarisme, vers le fait de dire bon, ben, en fait, on donne les clés à l'État et l'État devient le jeu de lobbies puissants, d'intérêts privés puissants. Et ces gens-là, après, se retrouvent à dire oui, mais les intérêts privés manipulent l'État. Oui, mais en même temps, si tu n'avais pas mis un État au milieu aussi puissant et aussi centralisateur, peut-être que les intérêts privés, ils auraient moins pu le manipuler, tu vois. Et je trouve qu'il y a cette chose-là à l'intérieur de Bitcoin qui est fondamentalement, alors plutôt que de dire de gauche, je vais dire progressiste, et même, j'irais même un cran après, en fait, libéral dans le sens où on utilisait ce mot au 19e ou au début 20e. C'est-à-dire qu'on a un retour du contrôle au niveau des individus directement. Et ça, il y a un renversement qui est, je trouve, assez spectaculaire, en fait. Et qui est peut-être fondamentalement ce qui dérange les gens qui sont dans une vision plus collectiviste du monde et de la société. Est-ce que je peux répondre à Jérémy? Alors, d'abord, concernant les propos de Mélenchon, d'ailleurs, de non-propos de Mélenchon, par exemple, sur Bitcoin, il faut d'abord se rendre compte que le paysage politique français est complètement largué sur les questions du numérique. Donc, on ne va pas trop leur en demander. À ma connaissance, le seul parti constitué qui avait dans son programme une proposition allant dans le sens des crypto-monnaies, c'était Reconquête, donc c'était Éric Zemmour. Ouais, mais tu vois, justement, Et le Parti Pirate. Et oui, dans la proposition. Non, mais alors le parti, l'histoire du Parti piraté de Bitcoin, c'est un petit peu compliqué, mais ça va vers le mieux. Ça va même vers le très bien. Moi, je suis bullish sur le Parti pirate. Européenne bientôt, Parti pirate, pensez-y. Exactement. On dirait pas plus. Mais leur tête de liste, Caroline Zone, allez voir ce que fait Caroline Zone. C'est une femme fabuleuse et j'espère qu'elle arrivera à faire la différence qu'elle veut faire. Je pense que c'est la pub du Parti pirate, c'est incroyable. Ouais, moi non plus, mais
Est-ce que l'Arcom va nous compter ça comme du temps de parole J'attends le courrier. Mais alors, sur ce paradoxe, donc, qui est que nous, on trouve que Bitcoin serait plus à gauche, alors que sur les réseaux sociaux, on sent plus des Bitcoiners réac, et que surtout, matériellement, les partis ou bien la mouvance politique qui a le plus tiré profit de Bitcoin et des crypto-monnaies, c'est l'alt-right américaine. Donc, qu'on peut clairement placer chez les fachos. Bon, il faut contextualiser cette utilisation par l'alt-right américaine. C'est-à-dire qu'ils ont été virés, ils ont été débancarisés de manière sauvage par PayPal, GoFundMe, etc. Et ils se sont tournés vers les crypto-monnaies pour pouvoir structurer leurs finances avec d'ailleurs c'était en 2015-2016 cette histoire, avec une plus-value qui est démentielle au passage. Donc, on peut venir à Bitcoin pour des raisons idéologiques, mais ça prend du temps. On peut aussi venir à Bitcoin parce que juste on en a besoin. On a besoin d'une alternative. L'alternative existe, on s'en empare et c'est tout. Maintenant, que ce soit qu'il puisse y avoir une compatibilité idéologique, elle est dans un certain rapport de défiance envers l'État. Et ça rejoint ce que tu disais juste avant sur la force de l'État centralisateur. Moi, je pense pas que Bitcoin, ou surtout les cryptos, tout ce qui va être smart contract, etc., sape à ce point le contrôle de l'État. D'abord, les États peuvent très bien contribuer au réseau de Bitcoin, c'est juste qu'ils n'y ont pas de place privilégiée, désolé, mais vous trouverez un moyen, vous trouverez un moyen d'acheter plein de machines et puis d'avoir comme ça de l'importance dans le réseau, j'en suis sûr. Vous ne serez jamais majoritaire, mais a priori, vous arriverez à tirer votre épingle du jeu. Et ensuite, cela vous met directement en rapport avec le citoyen. C'est-à-dire que si on passe, si on commence à organiser une part du commerce ou des services via des smart contracts, comme on n'a plus d'entités vers lesquelles se tourner, comme par exemple, basiquement pour le transfert d'argent PayPal, eh bien, on va devoir se tourner vers l'État pour pouvoir faire valoir nos droits. Donc, c'est ça ou rien, de toute façon. Et cela, c'est ça qui m'importe, c'est ça qui m'intéresse en fait, et c'est ça que la gauche devrait voir aussi, c'est que en supprimant le middleman, en supprimant PayPal qui, alors je vais reprendre l'exemple de leur ban des organisations d'extrême droite américaine. Dans cette situation, ils sont à la fois juges, partis et législateurs, ce qui fait beaucoup pour une seule entité, parce que ce sont eux qui rédigent leurs conditions générales d'utilisation et qu'ils se basent sur ces CGU pour pouvoir exclure telle ou telle personne. Donc l'État derrière se retrouve comme étant le juriste en dernier ressort. Même si tu es attaché à la puissance de l'État comme représentant garant de la justice et autorité régulatrice, eh bien, tu vois que Bitcoin ou les cryptos ne sapent pas tant que ça ce pouvoir. Puis tu vois, ce qui est intéressant, c'est que en fait, cette idée même d'avoir des moyens maintenant de financement qui passent sans justement contrôle d'une quelconque entreprise ou d'une quelconque centralisation, en fait, évidemment, c'est l'alt-right qui en a profité le plus visuellement, enfin, d'un point de vue médiatique. Mais en fait, ne serait-ce que l'existence de cette possibilité-là amène justement une sorte d'égalité vis-à-vis de la bancarisation et vis-à-vis de ce qu'on est capable de recevoir comme argent, qui en fait quelque chose qui est profondément universaliste et plutôt avec une âme à gauche. Et si l'alt-right en a profité, il faut aussi parler de Julian Assange qui en a profité, dans un cadre aussi de lanceur d'alerte qui est plutôt, en tout cas, quelque chose de positif, allez, disons, pour la gauche. Donc c'est vrai que sur cette question-là, il y a quand même un vrai point que la gauche ne s'empare pas aujourd'hui, la gauche française, hein, on parle bien d'un contexte, dont elle ne s'empare pas, qui est finalement quelque part un peu dommage, parce que ça pourrait permettre justement d'avoir des débats intéressants, mais faudrait-il encore vouloir se passer d'un contrôle unique de la part d'une Union européenne, de la part d'une Banque de France. Enfin, c'est aussi s'émanciper finalement d'institutions qui aujourd'hui contrôlent finalement une monnaie qui est plutôt pratique pour les gouvernements. On peut créer du coup des politiques monétaires, chose que politique monétaire beaucoup plus difficile à créer avec Bitcoin. D'autant plus qu'il y a un rapport en fait qui est, on parle souvent de la France laïque, de la séparation de l'Église et de l'État, qui est plutôt un truc de gauche, on va dire ça comme ça. Voilà. Et en fait, la séparation de la monnaie de l'État, bizarrement, c'est pas de gauche.
Et en fait, il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est que c'est la théorie de la réforme, qui a été étudiée de très nombreuses fois par beaucoup de penseurs marxistes, est reprise en fait par Marc Alizard. Et en fait, et effectivement, il y a le côté destructeur de Bitcoin, radicalement destructeur de Bitcoin, qui effectivement va casser ce lien, enfin propose de casser ce lien. Et je vais vous lire ce dernier petit passage. L'opération radicalement destructrice de Bitcoin est riche d'une nouvelle justice et d'un nouvel ethos. Et pour cause, Bitcoin partage avec la réforme et la révolution l'essence de leur geste, qui est aussi celui du communisme. L'idée qu'il est possible de remplacer l'autorité verticale d'un seul sur tous par une relation horizontale de coopération. Bitcoin est une nouvelle république au sens où il est une nouvelle forme publique res publica et une nouvelle réforme. Et j'ajouterai une autre page, il est une nouvelle forme d'appropriation collective des moyens de production monétaire. Si c'est pas de gauche, ça, je sais pas ce qu'il vous faut. À un moment donné, là, on est vraiment dans le gras du gras de la gauche. Hein. Là, c'est. Je peux juste rajouter une petite phrase. Vas-y. Alors, Daniel utilise le terme communisme et Marc Alizard aussi. C'est un petit peu provocateur. En réalité, il préfère le terme crypto-communalisme, qui veut dire autre chose, qui, on va dire, évoque moins les chapkas et le KGB. En fait, c'est ça que je trouve passionnant. On est pile au bon endroit de la discussion. C'est que quand on étudie un peu l'histoire de la révolution soviétique, en fait, il y avait deux grands courants. Il y avait un courant qui était plus collectiviste, centralisateur et qui estimait que pour que ça fonctionne, il fallait qu'il y ait un État qui soit l'avant-garde éclairée du prolétariat. On remercie l'État soviétique d'avoir joué ce rôle à la perfection et d'avoir démontré pour le restant de l'humanité que c'est une idée désastreuse. Et il y avait l'autre tendance qui consistait à dire non, il faut que le contrôle reste au niveau des gens, en fait, reste au niveau des soviets, les fameux soviets. Et il y a un endroit où c'est précisément ce que permet Bitcoin. Et effectivement, c'est en ça qu'on peut parler de communalisme. Et à mon avis, il y a effectivement un outil qui est pour l'émancipation des gens qui est juste incroyable, quoi. Moi, il y avait un autre. Il y avait un autre truc dont je voulais, sur lequel je voulais rebondir. J'ai été chercher. Alors, vous allez voir, c'est un petit pas de côté, mais en fait, ça explique aussi peut-être pourquoi est-ce que, en tout cas en France, la gauche, une partie de la gauche n'aime pas Bitcoin. C'est parce qu'effectivement, potentiellement, ça vient contester le monopole du contrôle monétaire à l'État. Et il y a énormément de penseurs qui se classent à gauche et qui réfléchissent à la monnaie. Alors, je pense en premier lieu à Dufresne, par exemple, mais il y en avait un autre dont le nom m'échappe là, mais que je retrouverai, et qui considère, je ne sais pas si Piketty a pris ces positions-là, je ne l'ai pas vu chez Piketty, peut-être qu'il les a prises, je ne sais pas au courant. Parler. Mais en tout cas, c'est des économistes ou des penseurs qui considèrent que, je vais résumer un peu à la machette leur pensée, mais je l'ai vu quasiment exprimé comme ça. Tous les problèmes qu'on rencontre, notamment environnementaux, en fait, on pourrait les régler si on avait des règles de création monétaire un peu moins connes et si on créait la monnaie dont on a besoin, puisque on a compris que la monnaie était une convention sociale et qu'elle était créée de manière arbitraire, en tout cas par le crédit bancaire. Bon, je ne vous fais pas un cours sur la création monétaire, hein, mais en tout cas, c'est une convention sociale. On pourrait très bien créer de la monnaie dont on a besoin pour mener la transition écologique. Et donc, il y a tout un tas de penseurs et d'intellectuels de gauche qui sont sur cette position-là. Et qui, d'ailleurs, voilà, typiquement, merde, comment s'appelle cette journaliste Salamé, c'est ça? Salomé Sek. Salomé, pardon. Si je le montre, c'est justement parce que cet économiste proposait une manière de création monétaire qui était liée à l'investissement dans les enjeux de transition écologique. C'est pour ça que je voulais présenter ça. Ouais, et c'est une idée qu'on retrouve beaucoup. Et une série, enfin, toujours dans ce mouvement d'économistes, tu as toute une série de personnes qui vont expliquer, à rebours de, par exemple, d'un Friedman qui te dit l'inflation est partout et toujours un phénomène monétaire, qui vont te dire que l'inflation, enfin que la création monétaire fait augmenter les prix, c'est aussi bête que de dire que quand il pleut, tout le monde est mouillé. Il y a des gens qui ont des parapluies. Si vous prenez par exemple la chaîne Eureka sur YouTube, qui est une chaîne que je suis beaucoup, que je vous recommande, parce que c'est une chaîne de très grande qualité sur la vulgarisation scientifique, sur la partie traitement de l'inflation, son propos c'est de dire il n'y a pas de lien mécanique entre l'augmentation de la masse monétaire et l'inflation. Parce qu'en fait, la monnaie circule de manière variable dans la société et parfois elle circule vite, parfois elle circule lentement. Il y a des zones où elle va créer de l'inflation, d'autres où elle ne va pas en créer, etc. C'est la version officielle de la BCE qui, quand il fait du quantitative easing,
se dit que c'est pas dérangeant. Donc, Exactement. c'est une version classique. Et en fait, c'est exactement ça qui, moi, me mérisse le poil, mais comme jamais. Il y a un endroit où, dans la société, tu as un stock de richesses, de gens, de compétences, de choses qu'on peut se partager entre nous, et tu as un stock de monnaie. Dans quel univers est-ce que tu peux croire qu'en multipliant le stock de monnaie par 2, par 3, par 4, par 10, tu ne vas pas impacter la répartition du stock de richesse? La répartition, pas la création, la répartition. Et si on prend par exemple, on me l'a demandé tout à l'heure, ce graphe-là, ici on est en 2000, on est sur M3 qui est un des agrégats monétaires qui est utilisé pour la zone euro, qui reprend en gros les dépôts à terme, quoi, tous les cash et équivalents cash. Année 2000, on est à 4400. On est à plus de 16 000 aujourd'hui, donc on a une multiplication par 4. Et quand en face, on vous met des chiffres sur l'inflation qui sont en fait l'inflation des prix du panier de consommation moyen, de la ménagère moyenne, etc., en fait, on vous arnaque. Pourquoi on vous arnaque? Parce qu'on vous calcule l'inflation comme étant un chiffre unique, alors qu'en fait, c'est un phénomène qui affecte la société de manière asymétrique. Et par exemple, on ne va jamais vous parler de l'inflation des actifs. On ne va jamais considérer que le fait que le prix de Apple ait été multiplié par 2, par 3, que ce soit de l'inflation. On va considérer que c'est une bonne chose, alors qu'en fait, vous achetez le même truc, vous achetez une action d'Apple. Et on pourrait se dire, ah, mais oui, mais très bien, ça, c'est des problèmes pour les riches, quoi. Il y a de l'inflation sur les actifs, de toute façon, moi, j'ai pas d'actifs, ça ne me regarde pas, c'est un problème pour les riches. Ouais, très bien. Sauf que si vous êtes dans la situation d'être, je sais pas, de vouloir prendre votre retraite et de vouloir financer votre retraite ou une partie de votre retraite avec, par exemple, un actif sûr comme des obligations d'État, et que d'un coup, les obligations d'État se mettent à valoir 2 fois le prix de ce qu'elles valaient avant, en fait, le prix de votre rêve, qui était partir à la retraite en ayant un flux de revenus qui soit assuré, il vient d'être multiplié par 2. Et donc ça, même si le prix des tomates, il a été augmenté que de 15%, en fait, vous vous êtes quand même fait avoir dans le jeu de la répartition de la valeur économique. Et ça, le fait de remettre tout le monde à égalité face à l'instrument monétaire, si c'est pas de gauche, je sais pas ce qu'il vous faut, quoi. Je peux reprendre Bien sûr. pour compléter ça, il faut aussi réaliser quelque chose. Alors, c'est Thomas Piketty qui, dans son livre, propose ce graphe. Alors, je peux vous le retrouver facilement si vous voulez, je le mettrai en commentaire. Mais la composition des petits patrimoines, dans la composition des petits patrimoines, les dépôts bancaires correspondent à 80-90% de ce que cela de ce que cela représente. Donc, ceux qui sont plus ou moins forcés de faire confiance en la monnaie comme réserve de valeur, eh ben, ce sont ceux qui se font avoir. Quand on avance dans les plus hauts patrimoines, on a l'immobilier qui apparaît, puis les actifs pour les très, très hauts patrimoines. Évidemment, je dirais même que c'est même pire encore que ce que tu es en train de dire, ça va même un cran plus loin, parce qu'en fait, quand tu vas dans les hauts patrimoines, contrairement à ce qu'on peut croire parfois, c'est des gens qui sont endettés, en fait. C'est des gens qui détiennent leurs actifs via de la dette, que ce soit des entreprises, que ce soit de l'immobilier, que ce soit tout ça. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait quand on s'endette dans une monnaie? En fait, on short la monnaie. Oui. On short la monnaie, on short la devise. Quand je prends une dette aujourd'hui de 1 million d'euros, par exemple, et que je la repaye dans 20 ans, si dans 20 ans, la valeur de la monnaie a été divisée par 2, par 3, par 10, je rembourse dans 20 ans quelque chose qui a 2, 3, 10 fois moins de valeur que ce que j'ai emprunté aujourd'hui. Donc en fait, dans les hauts patrimoines, c'est même ça poursuit ce que tu dis. En fait, on short les monnaies. Voilà. Alors, je vous ai donné le lien dans le chat privé, si vous voulez le mettre à l'écran, ça sera plus visuel. Mais oui, enfin, bon, j'ai rien à ajouter. Mais, enfin, voilà, l'inflation monétaire n'impacte pas tout le monde de manière égalitaire. Et voilà, vous l'avez à l'écran. Donc, je vais essayer de vous. En vert, vous avez les liquidités des dépôts bancaires. Et donc, ce sont les petits patrimoines. Donc, alors, il y a des choses, il faudrait mettre en contexte. On peut aussi imaginer que les très petits patrimoines ont un roulement, on va dire. Donc, c'est pas nécessairement une conservation de valeur dans le temps. Il n'empêche, ceux qui souffrent, enfin, objectivement, matériellement, ceux qui souffrent le plus de l'inflation monétaire, ce sont les petits patrimoines. Je dis ça pour les gens de gauche qui passent, pour nous entendre. Des fois qu'il y en a. Des fois qu'il y en a. Non, mais c'est vraiment criant. Moi, il y a aussi un point. Alors, je voudrais revenir là-dessus. Le communisme, ou en tout cas des formes de gauche assez fortes,
Enfin, si tout se passe bien, on connaît assez bien ça, c'est les familles. D'accord. Une famille est un système de communisme. Voilà. Enfin, si ça se passe bien. D'accord. Globalement, pourquoi je dis ça de manière assez provocante, c'est que l'État n'est pas la seule forme d'application de collectivisme. Hein, je tiens à le rappeler, d'accord. Le collectivisme n'a pas forcément besoin de se faire de manière coercitive, ok. Si on veut rentrer sur des pensées de gauche, il ne faut pas se dire que si je suis d'accord avec l'État et que c'est l'État qui décide, je suis de gauche. Si on écoute la liberté, comme dirait Cyril, ça veut dire qu'on est de droite. C'est pas comme ça que ça fonctionne. On peut être libre et de gauche, d'accord. Et en l'occurrence, obéir aveuglément à l'État et être pas du tout de gauche, d'accord. Donc je vais apporter cet aspect-là qui est très important. Être de gauche ne veut pas forcément dire qu'on est d'accord avec l'État. Être de droite, ça ne veut pas du tout dire qu'on crache sur l'État. Et pour mettre ça de manière assez forte, puis je vous laisserai rebondir là-dessus, je tiens à rappeler quand même que la grande devise de Mussolini, c'était tout dans l'État, avec l'État et rien en dehors de l'État. Donc à un moment donné, vous comprenez que ce truc-là a mal vieilli. Donc, entendez bien ce que je dis. Voir se passer de l'État pour certaines choses ne veut pas dire qu'on n'est pas de gauche. Voilà. Et la devise de Lénine, c'était la confiance n'exclut pas le contrôle, ce qui marche aussi pas mal pour les cryptos. Cyril, au micro. Okay. C'est bon? On m'entend? Ouais. C'est marrant qu'on ait tous été plutôt du point de vue les cryptos c'est à gauche alors qu'en général on entend l'inverse. Et on entend l'inverse notamment parce que un des gros éléments qui a médiatiquement de l'impact sur les cryptos, c'est l'aspect spéculatif des cryptos. Et l'aspect spéculatif, c'est quelque chose qui est de droite malgré tout. Quand on voit qu'il y a des traders qui s'amusent à gagner des millions grâce justement à leur achat-vente en crypto, on se dit bon, bah, c'est un outil qui est à droite. Mais c'est important qu'on ait eu notamment le début du débat par Phono sur le principe d'un outil et qu'un outil n'a pas de direction directe. Le meilleur des couteaux peut très bien trancher une tomate, mais peut aussi tuer des gens. Donc évidemment, un outil peut être pris pour l'usage qu'on souhaite, et c'est pas l'usage qui a fait appropriation par les gens qui fait finalement l'âme de l'élément. En fait, ce qui fait l'âme de l'élément, c'est pourquoi on évoque plutôt un côté à gauche de l'outil, c'est justement parce que la volonté de départ est celle que l'on connaît, avec l'émancipation justement d'un système centralisé. Et toujours aujourd'hui, en fait, il y a un impact social. Donc, il y a quand même un usage qui est de gauche. Donc, on ne peut pas uniquement mettre l'usage de droite. Donc, il y avait ces points-là. On a beaucoup parlé de Bitcoin, on a beaucoup parlé de ces objets-là, mais en vrai, on pourrait l'augmenter en fait à n'importe quelle crypto, notamment par exemple le Proof of Stake. Le Proof of Stake, je sais qu'il y a les 32 ETH, mais aujourd'hui on a des pools de liquidité. Au final, en fait, on fait aujourd'hui ce qu'on appelle de la mutualisation des ressources monétaires des gens pour un bien commun. Donc c'est pas la mutualisation du travail pour le bien commun, mais c'est la mutualisation des ressources monétaires. C'est exactement ce que l'on fait quand on paye une assurance et qu'on veut donc sécuriser son patrimoine. Il y a quand même un truc qui est dans tous les cas généralement à gauche. Voilà, je voulais juste arriver sur ça avant éventuellement de passer à un autre sujet. Donc, Non, mais ça me paraît bien. Je trouve qu'on a bien couvert le sujet. Et une fois n'est pas coutume, on est assez d'accord les uns avec les autres, dont acte. même si on n'est pas d'accord avec manifestement la doxa telle qu'elle est représentée dans le pays, en tout cas. Voilà. Mais c'est pas des vrais gens de gauche. Mais par contre, il y a une question que je voudrais poser, c'est Phono, je crois que tu avais étudié ce sujet-là dans l'une des vidéos qui étaient les plus connues, qui était Bitcoin politiquement. Est-ce que tu penses qu'elle a bien vieilli? Est-ce que tu n'as pas envie de la refaire un jour? Ou est-ce que nos cryptos... Si, tu as envie de la refaire un jour. Alors, déjà, j'étais content parce qu'on n'avait pas parlé de nos cryptos, mais bon, sur le tapis. On a réussi à parler de gauche-droite, mais pas de nos cryptos pendant 40 minutes. Et il faut qu'il arrive avec ses gros sabots comme ça. Mais dis donc, le livre rose, on n'en a pas parlé. Non, mais oui, tout est à refaire. Enfin, sur le fond, sur le dernier tiers, non, le dernier tiers, c'est ce que c'est intemporel entre guillemets, c'est-à-dire que ce sont des concepts qui sont déployés depuis longtemps et qui vont bouger lentement dans ma lecture de Bitcoin. La première partie où j'essaye un petit peu candidement de me demander si en effet est-ce que c'est plus à gauche, à droite, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Tout est à refaire, mais à l'époque, justement à l'époque,
personne en France, en tout cas en langue française, n'avait posé le débat dans des termes aussi violents que l'avait fait Nastasia Hadjadji. C'est-à-dire que y a aussi le débat sur, en France, le débat sur où est-ce que se place Bitcoin politiquement a été plus ou moins miné par le petit livre rose. Et derrière, on va devoir ramer pour pouvoir ramener un petit peu de nuance là-dedans. Après, chez les Bitcoiners, la nuance n'est pas non plus notre première qualité. C'est pas non plus avec quoi on s'étouffe le matin. Oui, non, mais voilà, mais c'est aussi parce que c'est post-2020, les Lazarize, les maximalistes à la Saylor, qui ont suivi qui ont essayé et réussi à développer une espèce de culture autour de Bitcoin en y intégrant des choses comme le régime carné, la fertilité, etc. Donc, ce sont des américaneries. En France, on est tombé dedans parce qu'on est des colonisés mentaux par les Américains, on va dire ça comme ça. À force que maintenant que Bitcoin, tiens, je suis content, ça va me permettre de parler de quelque chose en particulier, mais à force d'adoption croissante, le péage de la communauté va se stabiliser, va se normaliser, de plus en plus de gens normaux, entre guillemets, vont s'intéresser et surtout utiliser cet outil. Et il y avait hier Alexandre Stachenko sur BFM TV pour révéler le résultat d'un sondage qui avait été fait par, je ne sais plus quel institut, mais pour la DAN, qui essaye de monter un profil type du détenteur de crypto. Je me méfie toujours un petit peu des sondages, mais ça correspond bien plus à ce que j'ai pu rencontrer, à ce que j'ai pu observer comme ventilation politique sur l'axe gauche-droite quand je me déplace pour rencontrer des gens, que quand je clique sur Twitter pour voir quels sont les nouveaux sujets à la mode chez les Bitcoiners. Donc voilà, on est pluriel, c'est normal, c'est très bien. Il ne faut pas se laisser... impressionner, détourner par l'impression que peuvent donner les discours des plus bruyants dans un camp ou dans l'autre, ou alors l'image que nous donnent les réseaux sociaux. La vérité, c'est que Bitcoin est un outil universaliste, il a vocation à avoir une communauté la plus large possible, et que dans celle-ci, il y aura, évidemment, on sera uniformément... de manière absolument critique, il y aura nos ennemis et il y aura les gens avec qui on n'est pas d'accord. Oui. Voilà. Et en fait, ça ne pourrait pas être un outil tel qu'il est s'il en était autrement. Si c'était un outil dont on pouvait exclure les gens qu'on n'aime pas, et en fait, c'est plus un outil qui permet de faire des échanges de manière universelle sur Terre, et ça ne fonctionne plus. Mais alors, tout le monde met en avant la neutralité du réseau. J'ai jamais rencontré un seul Bitcoiner qui ne mettait pas en avant la neutralité du réseau comme étant une des valeurs cardinales. Donc à partir de là, on est tranquille. Bitcoin is for enemies. Exactement. Et sur cette belle parole, on va partir, Cyril, dans le métavers, rien de moins. Ouais. Alors là, c'est sans transition. Hein. Sans transition. Ouais, du coup, là, c'est le moment où je parle. Bon. Ouais. Alors, moi, le temps que tu trouves ton casque, j'introduis brièvement le sujet. D'ailleurs, est-ce qu'on a le petit... on s'est dit qu'on allait regarder un petit peu ce qui existait, ce qu'il était possible de faire au niveau des nouveaux usages de l'IA, de la réalité virtuelle et du hardware qui est disponible. Alors, on a tous vu, été abreuvés des images de l'Apple Vision Pro. Est-ce que en vrai, c'est les seules nouveautés au niveau du hardware et qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, Cyril, d'un peu convaincant? Je voulais parler du coup un petit peu d'autres choses. On a évoqué pas mal les IA génératives, on a pas mal parlé d'IA dans la science, des semi-conducteurs même, avant éventuellement d'aborder les cartes graphiques prochainement avec Nvidia. Mais on n'a jamais parlé à quel point l'IA réinvente aussi les hardware et c'est un petit peu l'angle qu'on voulait avoir aujourd'hui. Et pour ça, on voulait prendre 2 exemples récents. Le premier, c'est ce petit objet. Il s'appelle le Rabbit R1. Et le Rabbit R1, allez, je vais lancer la vidéo. Je vais me couper le son histoire de ne pas être dérangé. Je vais juste en parler très rapidement. L'idée du Rabbit R1, c'est d'avoir un matériel qui est vraiment juste adapté à l'IA et qui ne sert qu'à ça. Jusqu'à maintenant, on avait des assistants vocaux, on avait ça dans les téléphones, on avait notre Siri, notre Google Assistant, dans les montres, dans un peu tous les gadgets que l'on a au quotidien. Et ces assistants vocaux, en fait, c'est une feature parmi d'autres de votre objet. Et là, ici, on a essayé d'en faire vraiment la feature maître du hardware. Et déjà, d'une, c'est un positionnement que je trouve intéressant. Et Rabbit, avec cet objet-là, ils ont essayé de faire un truc assez intéressant. Plutôt que d'utiliser ce qu'on appelle communément un LLM, donc du coup un Large Language Model,
qui va nous permettre en fait d'entraîner notre objet avec des connaissances. Et donc, du coup, ces connaissances vont être réutilisées au fur et à mesure. Là, ici, ils ont utilisé ce qu'ils appellent un Large Action Model. Et donc, du coup, en gros, ils utilisent des VM dans lesquels des gens vont faire des actions. Par exemple, je sais pas, commander Uber Eats. Et avec le Rabbit R1, on va pouvoir lui dire je veux commander ma pizza. Et en fait, directement dans une VM, dans une machine virtuelle, hop, il y aura une action qui sera faite, qui sera celle qui aura été connue de commander une pizza directement. Donc finalement, on arrive sur un usage de l'IA qui est un peu différent que celle qui est traditionnellement donnée. Et c'est très bien décrit dans un article de The Verge, qui est une très bonne source d'information, et que je trouve, ma foi, très intéressant. C'est un petit gadget sympathique. L'idée, c'est évidemment pas d'en faire un truc pour l'instant absolument merveilleux, mais en fait, l'idée même d'avoir un objet qui est capable de faire des actions à notre place est intéressante. Et ce petit objet, en plus, je suis désolé, mais juste le design, je trouve absolument charmant. C'est fait par une boîte qui s'appelle Teenage Engineering, qui est topissime. Le fait juste d'avoir ce genre d'objet qui est utilisable par tout le monde, avec un bouton, il y a une petite caméra ici, il y a une petite roue de scroll ici. En fait, ne serait-ce que ces petits trucs-là font que d'un coup, l'IA peut devenir intéressante pour tout le monde, et notamment Madame Michou, dont on parle très régulièrement ici. Et donc, c'est des nouveautés dans les hardware autour de l'IA qui apparaissent. Et donc, ça ici, c'est le Rabbit R1. À savoir qu'il y en a d'autres qui existent un peu sous la même forme. Je vous ai mis une vidéo, notamment, enfin, je vais vous l'envoyer dans le chat, une vidéo de Dave2D, qui est un très bon YouTuber tech, et qui notamment nous dit mais qu'est-ce que ces compagnies cachent, et notamment pourquoi en fait aujourd'hui ces objets qui ont été annoncés en grande pompe, le Rabbit R1, ils ont fait un badge de 10 000, ils l'ont vendu en une journée. Et en fait, pour l'instant, on n'a pas encore pu le tester. Donc, du coup, qu'est-ce que c'est la réalité derrière ces objets numériques On ne le sait pas encore très bien. Donc voilà, je voulais juste un petit peu vous parler de ça, le côté positif avec la nouveauté du Large Action Model plutôt que le LLM, et d'un autre côté, comprendre que c'est aussi un marché et du marketing. Donc peut-être que pour l'instant, c'est de la merde, on n'en sait strictement rien. Ça verra le jour cette année, donc on pourra le juger. Mais dans tous les cas, c'est intéressant de voir à quel point l'IA, elle est tellement au cœur en fait des concentrations d'intelligence, notamment à Silicon Valley, que en fait ils veulent tous faire absolument, même des objets connectés à l'IA. Et du coup, ici, on a même un objet un peu marrant qui s'accroche et à qui on peut parler. Il diffuse un truc avec un petit laser. Bref, assez fun. Bref, ça c'était le petit sujet. Je vais arriver du coup au deuxième sujet qui était du coup la VR. Et la VR aujourd'hui, c'est la réalité virtuelle. La VR, elle est même depuis le début en réalité complètement accro à l'IA. C'est-à-dire que c'est le moteur qui est derrière la VR. Alors on s'en rend pas forcément compte parce qu'en fait dans les outils de la VR qu'on voit, c'est Mark Zuckerberg avec son vieil avatar tout pourri qui est en train de nous dire deux trois trucs qui nous intéressent pas. Mais en fait, il y a un monde qui se développe aujourd'hui très très grandement, qui a eu beaucoup de financement et qui du coup a eu beaucoup de recherche autour. Et donc, ne serait-ce que ça, c'est assez intéressant. Du coup, je vous ai mis évidemment l'article de Meta sur justement l'usage entre la VR et l'IA, et qui est extrêmement intéressant. Juste pour rappel, du coup, là ici, je vous présente Meta parce que c'est eux qui sont leaders sur le marché aujourd'hui. Meta a racheté il y a 10 ans à peu près une boîte qui s'appelait Oculus et qui avait commencé en fait à faire ses casques VR grand public. La VR existait déjà, on avait des casques un peu pourris, ça servait au futuroscope quoi, globalement, pas chez les gens. Et du coup, Oculus est arrivé avec un nouveau système qu'on branchait à son ordinateur et incroyable, ça marche, on a de la VR chez soi. C'était quand même assez dingo, et Facebook a vu ça, ils sont sortis le chéquier et ils ont acheté ça à 2 milliards. Depuis, Oculus a sorti l'Oculus Quest et ça a été repris par Meta avec le MetaQuest, et le MetaQuest 3, c'est celui-ci. C'est un objet qu'on a de manière complètement indépendante de son ordinateur et qui fonctionne très bien, c'est top. Et voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il y a d'IA à l'intérieur ? En gros,
l'IA, ça c'est une vidéo qui a déjà 4 ans, donc je veux dire, on n'était pas dans la même hype qu'aujourd'hui, et pour autant, en fait, il parlait déjà d'IA à l'époque. L'IA, elle va servir à 2 choses. Elle va servir à scanner l'espace et à comprendre où est-ce qu'on se trouve dans l'espace, à comprendre aussi quels sont les objets qui sont dans l'espace. On est capable de cartographier visuellement un espace, mais on est capable de le faire en 2D. Qu'est-ce qui se passe quand on le fait en 3D? Comment on place les points dans un repère? Tout ça, c'est un peu compliqué. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, c'est anticiper les mouvements. En fait, le truc, c'est qu'il y a forcément du lag entre le moment où on va bouger et le moment où le casque va prendre en considération le mouvement. Du coup, il faudrait essayer d'enlever ce lag. Cet input lag, il est un peu chiant, donc on a envie de l'enlever. Et donc, en fait, typiquement, on va faire en fait des simulations en permanence, chaque milliseconde, de quel sera le prochain point, par exemple, de la manette. Et donc, typiquement, en fait, l'IA, elle va se retrouver aussi bien dans la compréhension de l'espace que dans la compréhension des mouvements des individus. Et ça, c'est 2 points qui sont extrêmement importants et qui vont, en fait, faire le moteur, en fait, de ces casques verts. Et si on en parle, pourquoi on voudrait scanner son environnement? En fait, tout simplement parce que un des objectifs de la VR, en fait, c'est pas la VR en tant que telle, c'est notamment l'AR. En fait, on imagine beaucoup plus de projets avec l'augmented reality, ou alors ce qu'on va appeler la mixed reality, qui est un mélange entre les deux. Et MetaQuest, aujourd'hui, propose justement cette mixed reality. Comme il a dit Jérémy, on a commencé à vouloir parler de ce sujet, notamment à cause de l'Apple Vision Pro. L'Apple Vision Pro, c'est celui qui a ramené en fait la VR sur le devant de la scène. Et l'Apple Vision Pro, c'est un casque qui coûte aujourd'hui 3000 boules et qui est absolument infâme en termes de visibilité dans les médias, parce que littéralement on en a vu partout, et notamment on a vu les gens passer dans la rue avec leur casque, et on se dit mais quel est ce monde dystopique absolument affreux, un casque de droite, exactement comme le dit Ticalis. Mais du coup, c'est de droite. Exactement. Donc, du coup, ce casque Apple Vision Pro, on se dit, mais trop bien, c'est quand même une avancée technologique, qu'est-ce qu'il y a dedans? En fait, non, c'est pas une avancée technologique, tout existe déjà, c'est juste que c'est Apple. Et Apple, c'est bien en marketing. Ils ont mis au point un système d'eye tracking, ça existait déjà chez Meta avec le MetaQuest Pro. Ils ont mis un système de pinch and zoom, ça existait déjà chez Meta. En gros, c'est juste un bel enrobage, très très bien fait, de ce qui est chez Meta, et donc du coup c'est Meta dont on va parler surtout par la suite. Je vais vous faire une petite présentation parce qu'il se trouve que j'ai un casque, alors j'espère que je vais pas être trop cringe pendant ce moment-là. Si. Je vais forcément l'être. Mais Cyril, il faut assumer un petit peu. Vous vous assurez que c'est bien enregistré, hein. Merci. Un des points quand même qui est important aussi à avoir en tête, c'est à quoi peuvent servir en fait ces casques, et pourquoi moi-même je m'en suis pris un comme un pigeon. En fait, ça peut servir. Ça veut servir à plein de choses. Là, ici, on a les trucs de l'Apple Vision Pro où en fait, on a des gens qui parlent en FaceTime directement. On se dit, à quoi ça sert? Je peux juste prendre mon téléphone et parler en FaceTime. En fait, c'est juste qu'il y a plein d'applications qui sortent aujourd'hui. Par exemple, j'ai envie d'apprendre à jouer au piano. J'ai besoin d'avoir un piano. Là, ici, si je peux créer l'image d'un piano, j'en ai plus besoin. J'ai envie de jouer au ping-pong, sauf que j'ai personne avec qui jouer. Hop, je peux jouer au ping-pong. En fait, il y a plein d'usages qui sont créés. Mais ces plein d'usages, on peut les imaginer en fait très forts. C'est-à-dire que, je vais vous montrer tout à l'heure, je peux créer un écran devant moi. Je peux taper un clavier devant moi. Du coup, qui m'empêche d'imaginer tout mon setup à l'intérieur d'un casque de réalité virtuelle. Et plutôt que d'avoir la galère d'avoir un bureau bien rangé, ce qui n'est pas mon cas aujourd'hui, en fait, je peux très bien avoir 3 écrans devant moi et pouvoir interagir dessus. Et du coup, allez, je vais essayer de faire ça et de vous présenter le tout en castant l'ensemble. Let's go. Ça y est. Hop là. Maman, je passe à la télé. Donc là, j'ai l'air d'un teubé, mais en vrai, je suis toujours capable d'agir sur mon ordinateur, hein, comme vous pouvez le voir. Il n'y a pas de problème en fait avec ça. Hop, et du coup, commencer la mise en miroir. Hop. Excusez-moi, ça va prendre juste 1 minute. Mettre en miroir, ordinateur sur. Hop. Ça peut peut-être paraître bizarre, mais en vrai, ça fonctionne normalement. Est-ce que j'actualise? Oui, j'actualise. Commencer la mise en miroir. C'est bon, ça marche. Donc du coup, ici, c'est globalement ma vision. C'est-à-dire que là, j'ai mes 2 ordinateurs, je les vois parfaitement, on peut voir que j'ai mes mains. J'ai notamment ici l'écran du stream. Ici, je vois donc mon écran, en fait, ce que je vois littéralement dans la réalité. Faut comprendre aussi que c'est du cast, donc c'est-à-dire que c'est pas très clair sur
notamment le côté immersif que moi je peux avoir avec ce casque-là. Ici, là, c'est un écran en plus. En fait, sur l'écran, je pourrais très bien mettre une vidéo YouTube, pourquoi pas. Et donc, du coup, continuer à travailler, voilà, hop, je peux taper et avoir ma vidéo YouTube qui est en même temps à côté, avec le son qui vient directement dans mes oreilles. Pourquoi pas faire ça? Mais pourquoi pas aussi se dire, en fait, YouTube, c'est bien, mais j'ai envie d'être un petit peu plus immergé et avoir un jeu vidéo devant moi. Pourquoi pas? Donc, dans ce cas-là, hop, j'ouvre un jeu qui s'appelle First Encounters, hop, qui est juste là. Et là, donc, je me suis tourné et j'ai accès chez moi à mon jeu. Donc, hop, je vais reprendre. Et là, j'ai donc 2 armes et je vais avoir des petits trucs à tuer. Hop là. Et donc là, je travaille et en même temps, je joue à des jeux vidéo. On est plus certain que le travail est incroyable. Là, il faut du culot pour faire ça dans son employeur quand même. L'entretien annuel est déjà passé, Cyril, c'est ça. Du coup, il y a plein de trucs qui sont marrants. Là, ici, donc, je suis dans une pièce dans laquelle, en fait, les murs ont été scannés, l'ensemble des meubles a été scanné, et on peut voir ici que, en fait, je suis capable de détruire mes murs et d'arriver dans un nouveau monde complètement imaginé. Et c'est ce qu'on appelle, du coup, de la mixed reality. C'est donc quelque chose qui vient se faire entre la réalité et le monde virtuel. Hop, je vais remettre en pause parce que j'ai pas envie de casser mes stats. Mais voilà, ça fonctionne très bien aujourd'hui. Je suis capable d'avoir une compréhension des distances avec mon petit canard qui m'aide à développer. Et tout ça est absolument génial. À comprendre évidemment que c'est quand même des outils qui coûtent un certain prix, mais qui aujourd'hui, on peut imaginer, peuvent révolutionner en fait les usages de la technologie et les usages des mondes virtuels. On parle d'IA, c'est vraiment le moteur de ces objets. On parle aussi très souvent de blockchain. La blockchain, c'est aussi le moteur très souvent de ce qu'on va appeler le métaverse, parce que notamment la preuve d'humanité est importante dans les métaverses, et que la blockchain est un des points qui peut amener ça. Et donc, du coup, là, typiquement, on est à la convergence de toutes ces technologies, et ça au sein d'un petit objet quand même. Enfin, c'est pas très gros, quoi. Et pour autant, il y a 2 écrans 4K, un processeur énorme qui est capable de tenir la charge d'un monde 3D. Enfin, on a avancé énormément. Et donc, du coup, dernier point, on a avancé énormément, mais en fait, c'est pas fini. Il faut bien comprendre que ces avancées, elles sont cool, mais pour l'instant, on n'en est pas encore à la fin. Et pourquoi Facebook investit autant d'argent là-dessus? En fait, ils investissent autant d'argent là-dessus parce qu'on peut très bien imaginer le monde du futur dans lequel, d'ailleurs, ici, dans le lien de Meta, ils parlent évidemment de leur MetaQuest, mais ils parlent aussi du partenariat qu'ils ont fait avec Ray-Ban. Leur but, c'est aussi à terme d'avoir des lunettes qui sont connectées. Des lunettes dans lesquelles on va avoir des interfaces, des lunettes dans lesquelles on va pouvoir venir afficher, par exemple, des informations qui seront, j'en sais rien, par exemple, le GPS pour rentrer chez soi sans avoir besoin de sortir son téléphone en permanence. En gros, toutes ces techs, elles font que de converger vers un point, le point où on aura directement de l'information sans avoir besoin de sortir son téléphone, de l'information qui nous permettra de commander son resto sans avoir besoin de faire 8 actions, et en fait d'être connecté de manière intégrale, en permanence, en tout temps, en tout lieu. Et donc du coup, en fait, on ne sait pas évidemment ce que c'est que la technologie dans 10 ans. On n'a pas une boule de cristal, hein. On dit régulièrement aussi bien sur l'IA que sur les boules, que sur les cryptos, excusez-moi. On ne sait pas ce qui sera demain, mais Meta aujourd'hui a du succès. Le MetaQuest, c'est un objet qui est très très vendu dans le monde. L'Apple Vision Pro, c'est évidemment une nouvelle interface marketing de ces objets-là. Et potentiellement, ça va prendre. Peut-être que dans 10 ans, en fait, on arrêtera les casques un peu cringe, comme je l'ai montré là. Mais à la place, on aura du coup des lunettes un peu mignonnes qui nous permettront d'interagir. Et ça, en vrai, sans la démocratisation notamment de l'IA, c'est pas possible. Et donc, du coup, on voulait faire quand même un sujet là-dessus aujourd'hui. Voilà, c'est la fin de la chronique. Je voulais te demander, le casque que tu as montré, combien de temps tu peux le porter avant que ça devienne inconfortable, même visuellement? J'ai pas eu de limite. Moi, j'ai un grand plaisir notamment à regarder des films dessus. En fait, tu peux te mettre vraiment dans une salle noire, genre cinéma, et avoir ton écran en immense par rapport à toi, où tu es limite obligé de bouger la tête pour avoir accès à tous les coins de l'image. Et j'ai regardé des séries, notamment des One Piece, pendant plus de 3 heures dessus sans être dérangé. La batterie, c'est à peu près 3 heures et on peut l'utiliser en même temps qu'il charge, hein, bien sûr. Et voilà. Ok. Ah oui, et juste différence aussi, le MetaQuest, c'est un objet qui vaut à peu près 500 €. Le Vision Pro, c'est un objet qui vaut à peu près 3000 €. Il y a des technologies évidemment en plus dans l'Apple Vision Pro,
Mais aujourd'hui, en fait, il y a aussi un manque d'application chez eux. Donc c'est pour ça que moi je me suis dirigé, notamment par les sous, vers le MetaQuest, et c'est un objet que je trouve intéressant, qui n'est pas la fin en fait de ce qu'on peut avoir avec la VR, mais qui est un objet intéressant, et pour un technophile convaincu, ça marche plutôt pas mal, quoi. Trop bien. Et encore là, tu as le fait qu'on est d'accord que le casque a toute l'informatique, mais on pourrait imaginer que tu aies que le support, tu as un fil qui soit branché sur un PC et que Tout à fait. la partie lourde de traitement soit gérée sur la machine. Moi, j'adore ça. Et en même temps, bon, j'en ai pas parce que je me connais et je sais à quel point mon cerveau est avide d'informations, ce qui veut dire que si j'en ai, je vais me le visser sur le crâne, votre lunette. Mais en fait, ce que j'ai trouvé insupportable dans les réseaux sociaux, c'est l'agressivité et la moquerie avec laquelle les gens ont été jugés quand ils portaient ça au restaurant. Et même si. C'est cringe. Non, faut le dire quand même. Non mais, je veux dire un truc, c'est que même si c'est cringe, on prendrait quelqu'un des années 20, on le mettrait dans le monde d'aujourd'hui. Rien que ce qu'on est en train de faire, c'est ultra geek cringe quand même. Hein. De parler devant un écran et de se dire ah on est à plateau dans la terre. C'est-à-dire que moi, j'ai connu l'époque où effectivement, j'étais parmi les premiers à avoir des smartphones. Et je suis sûr, quand on avait des smartphones, tout le monde se fout. Ah, Ouais. t'es connecté, t'es toujours sur ton smartphone, tu n'es plus dans la réalité et tout ça. Eh ben, je veux dire un truc, notre cerveau, il s'en fout que ce soit la réalité ou pas. C'est bien ça le problème. Ça veut dire que ce que montre en fait ça, c'est que ça soit virtuel, et là pour le coup, c'est réellement virtuel, ou physique, notre cerveau il s'en fout. Quand on dit un NFT, on ne veut pas le toucher, je dis mais dans 10 ans la génération elle en a rien à foutre de toucher les trucs en fait. Ça sert à quoi de toucher quelque chose? Si tu touches quelque chose, ça va finir dans une décharge, ça veut dire que ça va polluer, ça veut dire que tu vas le perdre dans un déménagement. C'est nul de toucher les trucs. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qu'il faut avoir conscience, c'est que on est attaché à un argument, je peux pas le toucher. On s'en fout. Ton cerveau s'en fout le premier. Et en fait, on peut être extrêmement avide de ces technos-là, et je pense qu'on est très très loin d'avoir fini le chariot, mais très très loin. Ouais, mais sors pas de chez toi avec. Vraiment, c'est ma limite. Et les gens vont le sortir, les gens vont sortir avec. Et oui. Comme tu sors avec ton smartphone, enfin voilà. Ouais, je suis d'accord. Patron, oui, allez-y. Messieurs, L'horloge, je vais devoir vous couper, mais mon rôle est aussi de rappeler l'horloge et puis aussi de nous permettre d'aller manger tout simplement parce qu'il est déjà 13h31, même 32 maintenant. Et du coup, c'était vraiment hyper chouette en tout cas de faire ces chroniques avec vous. Merci infiniment d'y avoir participé. Merci beaucoup Fono de nous avoir apporté ton éclairage politique de la question. On ne désespère pas de convaincre nos petits camarades de gauche que Bitcoin aurait beaucoup à leur avoir fait. Merci à vous. On ne désespère pas. Et si vous souhaitez vous former à la blockchain ou à l'IA, notre prochaine formation s'appelle la formation Turing. On forme sur tous les métiers, les développeurs, les consultants, la finance centralisée, la tokenomics. Et vous pouvez du coup demander un rendez-vous avec un de nos conseillers sur alira.fr. Vous avez un bouton rendez-vous et vous pouvez préparer votre prochaine formation. Si vous tenez nous retrouver, on sera là jeudi prochain, même endroit, même heure. Merci beaucoup à nouveau à tous et à toutes de nous avoir suivis. Et demain le meet-up. Ah oui, le meet-up, merci. Demain, on sera dans 9 villes en France. Mesdames et messieurs, 9 villes en France. Alors qu'on n'est que 4. Pour des rencontres avec toute la communauté Alira. Daniel et moi serons notamment à Paris dans le restaurant qui s'appelle La Tartine, si je ne dis pas de bêtises. Tout a été annoncé sur les réseaux sociaux, donc si vous voulez aller voir sur les réseaux sociaux d'Alira, vous trouverez le meet-up Alira organisé proche de chez vous. Et s'il n'y en a pas d'organisé proche de chez vous, prenez l'initiative d'en organiser un. On est une école blockchain, donc les meet-ups se veulent décentraliser. Et l'idée, c'est que n'importe qui puisse en organiser. Voilà. Merci beaucoup à tous. Bon appétit à ceux qui n'ont pas déjà mangé. Prenez soin de vous. À bientôt. Ciao.